Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui fait 15 000 € par mois en locatif et qui se pose des questions sur comment continuer son aventure. Et je pense que ça peut en aider beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Victor Laura, j'ai 37 ans. J'ai 200 lots en immobilier et je reprends une boîte par mois. N'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. J'ai des programmes de coaching et je signe entre 1 et 3 millions d'IMO avec ceux que j'aide à signer. Et en plus, ça se passe super bien. Je vous dis où acheter, quoi acheter et après, on sort les projets. J'étais à un déjeuner la semaine dernière et j'ai rencontré une personne qui, elle est avocate et elle gagne aujourd'hui 15 000 € par mois en étant avocate. Et en plus de ça, elle veut trouver une solution alternative pour pouvoir finalement être plus détendue et ne pas forcément continuer ce travail à ce rythme-là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, elle est avocate dans tout ce qui est fusion-acquisition. C'est lorsqu'une entreprise reprend une autre entreprise. Et généralement, dans ce milieu-là, on a l'habitude de beaucoup travailler et surtout avec beaucoup d'intensité. Donc ça se résume en quoi ? C'est-à-dire qu'on a une opération qui tombe. Donc par exemple, vous avez envie de... Alors elle, c'est pour des gros comptes, mais vous avez envie de racheter une entreprise, par exemple, qui fait du transport et qui a une 50aine de salariés, une 60aine de camions, qui a un certain nombre de clients, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle, concrètement ? C'est vous allez vouloir acheter cette boîte. Donc vous allez dire, ok, voilà, moi je présume que cette boîte-là, je peux l'acheter en fonction du chiffre d'affaires, etc., des ratios, de l'évolution du potentiel de la boîte. Vous allez pouvoir dire, ok, je la rachète 1 million d'euros, par exemple. Et derrière, vous allez enclencher ce qui est tout un processus de due deal, donc de vérifier que finalement toutes les informations qu'on vous a exposées à l'avance sont bonnes et qu'il n'y a pas de loups. Les loups, ça peut être quoi ? Ça peut être des loups sur de la comptabilité qui n'est pas forcément bien réalisée. Ça peut être des loups sur la qualité des camions qui n'est pas bonne. Par exemple, si les camions, finalement, il y en a 10 qu'il faut vraiment remplacer parce qu'ils sont en mauvais état, eh bien vous n'avez pas prévu ça au début. Et du coup, vous allez renégocier le prix pour faire que ces camions puissent être changés, etc., etc. La problématique quand on fait des opérations de fusion-acquisition, c'est qu'on a besoin d'une rapidité d'exécution, on a besoin aussi d'une sûreté des informations. Une rapidité d'exécution, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une offre pour reprendre une entreprise, généralement vous avez 3 mois pour reprendre cette entreprise et faire l'analyse de tout ce qui est dans l'entreprise. Et en fonction des tailles de l'entreprise, il peut y avoir plus ou moins, et de la complexité aussi du business, il peut y avoir plus ou moins de choses à vérifier. Du coup, ça c'était un métier, j'ai commencé par ça. Quand vous faites de la fusion-acquisition, il y a vraiment beaucoup d'éléments que vous devez regarder, que vous devez analyser pour vous assurer que tout se passe bien. Comment fait-on du coup, quand on a ça, on a des équipes qui travaillent beaucoup. C'est très intensif et il faut faire attention à bien respecter les délais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors généralement, effectivement, on gagne bien sa vie, comme les montants dont je vous ai parlé. On peut se spécialiser sur certaines parties concrètes de la due deal. Donc on peut se spécialiser sur une partie taxe, on peut se spécialiser sur une partie opérationnelle, on peut se spécialiser sur une partie tech aussi. On peut faire des due deals dans différents secteurs. D'ailleurs, je vous encourage à faire des due deals répartis par secteur. On pense souvent à la due deal financière, c'est-à-dire qu'on va analyser la partie financière et juridique. Mais n'oubliez pas de faire la due deal opérationnelle, marketing, etc. Donc elle fait ça aujourd'hui, elle a déjà un enfant, elle va avoir un deuxième enfant et elle se dit moi j'aimerais bien finalement pouvoir avoir un rythme différent si possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait ? Donc elle gagne ces montants-là. Il y a quelques années, elle s'est dit j'aimerais bien trouver une porte de sortie, quelque chose qui peut être plus fiable à long terme si j'ai envie de quitter mon taf, quelque chose qui me rapporte pas mal. Et elle s'est lancée finalement dans la colocation. Et elle s'est lancée dans la colocation dans une région particulière de Paris. Donc on n'est pas du tout vers Paris. Et comment elle a fait ça ? Elle l'a fait de 2 façons différentes. Soit elle achète, elle rénove et elle reloue. Donc on est plutôt sur des maisons. Donc acheter la maison, rénover la maison et relouer. Donc là sur du 300 000 €. Soit elle fait de la sous-location. Donc elle va louer une maison ou un appartement et elle va le sous-louer en colocation. Alors,
Aujourd'hui, sa problématique, c'est qu'elle est dans les 2,3 millions d'investissement, 2,3 millions, 2,5 millions. Et du coup, même avec son salaire aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué d'emprunter. Donc, elle a pas de cash, ou très peu de cash entre guillemets, elle a 100 000 euros de côté. Et là, elle se dit, elle a un dossier aussi assez conséquent, c'est-à-dire qu'elle a, en propre, elle a quelques investissements, et beaucoup, ça va être en entreprise, donc en SCI, et elle a une holding par-dessus pour faire ses invests. Et là, aujourd'hui, elle vient me voir, elle me dit, Victor, comment je fais pour pouvoir continuer à emprunter ? Là, je suis pas mal bloqué en ce moment. Alors, on va reprendre pourquoi elle est bloquée en ce moment. En fait, ce qui se passe, et même si vous avez la capacité d'emprunter à un moment, il faut se rendre compte que il faut se mettre du côté bancaire. Donc il y a la première règle effectivement des 35%, elle est largement au-dessus même à titre personnel. Donc cette première règle des 35%, disons que vous gagnez 3 000 euros par mois, vous pouvez rembourser 1 050 euros par mois et cet argent-là vous pouvez l'utiliser pour acheter votre résidence principale ou faire un investissement locatif. Si vous faites un investissement locatif, vous allez pouvoir démultiplier ces investissements parce que vous allez pouvoir rajouter à ce que vous gagnez 80%. Grosso modo des loyers que vous allez encaisser, du coup vous allez pouvoir emprunter plus. Donc par exemple, avec 3 000 euros par mois, vous pouvez emprunter dans les 200 000 euros, 240 000 euros. Si vous faites des investissements locatifs, vous allez pouvoir faire x2, donc emprunter 400 000 euros. Ça, c'est la première technique qui peut nous emmener jusqu'à un certain moment, un certain endroit. Et ce qu'il faut retenir, et j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, si vous gagnez grosso modo 3 000 euros par mois, vous allez pouvoir monter avec cette technique et aussi avec la technique de la SCI à l'IS à 1 million d'euros sans trop de problème. La technique de la SCI à l'IS, c'est simplement que vous allez mettre 20% d'apport pour faire un deal. Donc si vous mettez 50 000 euros, vous pouvez faire un deal à 250 000 euros et la banque vous prêtera. Jusqu'à 1 million d'euros, ça va, mais qu'est-ce qui se passe par la suite ? Après, vous avez une notion, vous avez deux problématiques pour les banques. C'est qu'au début, les banques, elles veulent bien vous soutenir parce qu'elles ont envie de vous gagner comme client. Donc, il faut retenir que quand vous contactez une banque et que c'est la première fois que vous travaillez avec elle, elle va vous dire « Ok, moi, je vous fais un crédit bancaire, venez ». Et c'est comme ça qu'elle compte vous gagner comme client et potentiellement ouvrir une assurance vie derrière, avoir des fonds déposés, etc. Et avoir des assurances vous allez travailler avec la banque. Deuxième élément, il y a un autre enjeu, c'est que la banque, au bout d'un moment, donc vous risquez de perdre ça, vous risquez de perdre ça, la banque, qu'est-ce qu'elle va vouloir avec vous ? Eh bien, il y a un moment, elle va surtout prendre en compte ce qu'elle va réellement gagner en vous aidant. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous avez un dossier vierge, donc il y en a quand même beaucoup, vous n'avez pas de bien immobilier aujourd'hui, ou à la limite, vous avez votre résidence principale. Votre dossier est simple. Si vous êtes salarié, vous n'avez pas de bien ou un bien, votre dossier est simple. C'est-à-dire que vous allez les voir, ça va être simple pour eux, ils vont pouvoir très vite comprendre ce que vous avez, ils sont habitués à faire l'exercice. Alors à voir combien de temps ça leur prend, mais peut-être 1 heure ou 2 heures de traiter votre cas pour que finalement il y ait une demande d'emprunt qui soit effectuée. Par contre, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des structures, plus vous allez avoir une entreprise, potentiellement une holding, potentiellement des SCI, plus là ça va devenir compliqué. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le cas on va l'appeler Marie, dans le cas de Marie. Marie, dans son cas, elle a SCI à l'IS, elle a holding, elle a sa résidence principale, elle a des investissements, il y a des revenus, il y a des loyers, il y a plusieurs biens, et là, ça devient un enfer pour la banque. Alors, je sais très bien, parce que je suis placé exactement dans la même situation, il faut quand même se dire que lorsqu'elle va voir un banquier, le banquier va devoir prendre 1 journée, 2 jours à vérifier tout ce qu'elle a, parce qu'il va falloir vérifier l'ensemble des flux, l'ensemble des emprunts, l'ensemble des adresses, l'ensemble des flux, vérifier que les comptes sont bons, vérifier que ça correspond bien avec l'avis d'imposition, donc ce que vous récupérez lorsque vous déclarez vos impôts, etc., etc. Du coup, les banques, là, il y a non seulement une problématique d'encours. Donc, dans l'encours, facilement, vous montez jusqu'à 1 million. Quand vous gagnez à 2, plus de 5 000 euros et que vous avez un peu de cash de côté, vous pouvez monter à 2 millions. Et là, dépasser les 2-3 millions d'euros, ça devient plus compliqué si vous êtes si vous investissez entre guillemets simplement pour faire un immeuble et le louer, une maison ou le louer. Là, ça devient plus compliqué. Et surtout, il y a toute la partie structuration. Donc, si vous avez plusieurs entreprises, SCI, SAS, etc. En plus, là, ça devient un enfer pour votre banquier qui, lui, va se retrouver à devoir beaucoup travailler avec des frais de dossier qui ne seront pas forcément assez conséquents pour lui. Et donc, c'est beaucoup de travail pour très peu d'argent à la fin gagné pour le banquier. Et c'est exactement la situation dans laquelle elle est. Aujourd'hui, elle peut effectivement aller récupérer de l'argent supplémentaire et elle trouvera. Elle trouvera une banque qui va continuer à l'accompagner, mais en combien de temps et surtout, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'aujourd'hui, Marie, sa problématique, c'est qu'elle a un enjeu d'exécution et de temps. Aujourd'hui, alors je ne sais plus exactement quel âge elle a, mais elle a la trentaine, peut-être 35 ans. Elle se dit, ok, moi j'ai 15 000 euros de cash flow par mois grâce à mon locatif, donc je sais faire.
Je sais que je peux monter, son objectif c'est d'arriver à 50 000 euros de passif par mois et potentiellement de continuer à travailler on top of that. Là où elle en est concrètement, c'est qu'elle se dit ok, elle se focalise sur un peu le saint graal en investissement locatif qui est de se dire ok, non seulement je veux réussir à faire du cash flow en exploitation, donc c'est-à-dire que vous faites votre loyer moins vos charges et ça vous fait de l'argent, et en plus vous avez envie que dans ces charges, au lieu de payer un loyer, vous ayez concrètement les murs parce que ça permet de vous enrichir tous les mois. Sur un invest comme le sien, ce qu'elle va réussir à faire, c'est potentiellement louer quelque chose, le sous-louer 3 000 euros par mois. Donc il y a un ratio de 2 à 3. Donc elle va louer une maison 1 000 euros par mois, elle va la sous-louer 3 000 euros par mois en faisant une colocation. Ce qu'il y a d'autre, c'est que cette maison, indirectement, elle va avoir, vous allez l'acheter, ça va être un projet dans les 300 000 euros, donc elle aura à peu près du 1 500 euros par mois de charges d'emprunt à rembourser tous les mois. Sur ces 1 500 euros, alors je vous fais toute tête, mais globalement ça doit être assez juste, elle va avoir du 700 à du 1 000 euros par mois de création de capital. Donc d'un côté, si elle arrive à faire, dans sa sous-location, elle arrive quand même à faire du 1000 à peu près du 1 000 euros de cash flow par mois. De l'autre côté, si elle rajoute le remboursement d'emprunt, elle va gagner plus, donc elle va gagner 700 euros de plus par mois. L'enjeu qu'elle a, avec cette situation en se focalisant sur réussir à emprunter, c'est que finalement, elle ne fait pas son exécution et elle ne continue pas à avancer. Et là, aujourd'hui, elle se bloque, elle se dit zut, j'ai envie de faire ça, je suis obligé de trouver du crédit, j'y arrive pas à le trouver, c'est compliqué, etc. Donc, elle essaie de trouver des solutions, d'où le fait qu'on a pu échanger ensemble, mais en même temps, elle n'est pas en exécution de continuer finalement à couvrir un périmètre. Il faut savoir que lorsque vous avez lorsque vous découvrez en fait un périmètre en locatif, donc moi je l'ai eu dans des villes du sud par exemple, j'étais un des premiers à avoir bien déterminé que la ville était fortement rentable et qu'il fallait y aller. À ce moment-là, dans ces villes du sud, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, donc j'ai racheté beaucoup d'immeubles dans ces villes et j'ai emmené beaucoup d'entre vous à acheter des immeubles dans ces villes et c'était très bien, on a pris du 20% de croissance ces dernières années. Si vous n'êtes pas en capacité de saisir toute cette opportunité, d'autres le feront à votre place. Et elle, c'est exactement la même problématique qu'elle a sur sa zone. Au bout d'un moment, quelqu'un va venir sur sa zone et va faire d'autres biens et d'autres investissements qui vont rentrer en concurrence directe avec elle. Alors que là, aujourd'hui, elle a la chance de pouvoir couvrir la zone. Une fois qu'une zone est couverte, une fois que vous êtes l'acteur principal, les autres, finalement, pour pouvoir se positionner sur la même zone que vous, n'auront pas la même tension locative, n'auront pas les mêmes gains espérés, du coup, ne vont pas forcément venir sur la zone. Donc, vous avez déjà établi la zone. Donc dans son cas, vu où elle en est aujourd'hui, elle peut très bien continuer à accélérer fortement sur de la sous-location, au moins pour couvrir la zone, en même temps continuer ses négociations pour réussir à récupérer de la dette, ou s'associer avec des personnes. Ce qu'elle a envie, c'est de continuer seule sans faire d'association. Ce qui pour moi, à un moment, je pense que l'association peut quand même être intéressante. Enfin, si on a besoin de couvrir une zone, il faut voir le endgame. Il faut voir jusqu'où vous allez aller. Et il faut voir concrètement comment vous pouvez vous structurer pour avancer assez vite. L'association, ça peut mener à pas mal de problématiques derrière, mais au moins, si ça vous permet d'accélérer, ça vous permet de faire des opérations, de rester dans le mood, au lieu de vous combattre contre quelque chose qui est assez dur à avoir. Donc en tout cas, dans son cas, moi, ce que je ferais à sa place, c'est concrètement, je ferais de la sous-location à fond sur sa zone pour continuer à pérenniser l'ensemble. Donc, je louerais des maisons, je les sous-louerais derrière. Je ferais des bons contrats de location pour m'assurer que je ne pourrais pas partir de ces appartements pendant longtemps. Et je ferais potentiellement payer les propriétaires ou je ferais un discount de loyer pour leur assurer que, les maisons, je retape une partie, je vais faire tant de travaux. Il y aura une remise en fait sur le loyer de temps où il faut voir comment j'arrive à négocier avec eux. Et de l'autre côté, j'irai concrètement ratisser la zone. Potentiellement, ces personnes aussi, il y aurait des questions d'héritage et nous, on ne pourra pas nous enlever, on ne pourra pas nous exproprier du logement, ça dépend comment c'est fait. Et du coup, ça permet de sécuriser la zone. Sur les emprunts, je continuerai. Donc, il y a d'autres systèmes d'emprunt pour avancer. Il y a des bonnes personnes qui peuvent m'accompagner. Je lancerai, quoi qu'il arrive, les demandes d'emprunt. Je ferai aussi des optimisations un petit peu plus spéciales qui sont possibles d'un point de vue bancaire. Et là, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez qu'on les fasse ensemble. Ou c'est des optimisations qui vous permettent finalement que les banques continuent à vous prêter, même si vous êtes dans cette situation assez problématique. Voilà, je voulais vous partager concrètement ce cas-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur LinkedIn ou sur Insta. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Sorry.
venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.